Ok, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Open Chicken, je suis Vincent et je vous parle de ma formation chez Open Classroom. Alors, aujourd'hui, deuxième et dernière partie de ma vidéo sur le P5, le projet JavaScript de Open Classroom. On va voir quoi? Eh ben, on va voir tout ce qu'on n'a pas déjà vu. Dans la vidéo 1, on avait vu tout ce qui touchait à l'API et la création dynamique de données, voilà, de cartes de produits, de pages produits, voilà, on a vu tout ça, on a vu comment faire un appel avec fetch, comment manipuler les données, comment créer dynamiquement des pages avec les paramètres de requête, on avait vu ça, on avait beaucoup de choses, et bah aujourd'hui ça va être le reste, donc ça va être la gestion du panier avec le local storage, le formulaire pour passer commande, comment est-ce qu'on le vérifie, comment est-ce qu'on l'envoie au back-end, comment est-ce qu'on récupère l'order ID, ça c'est plus compliqué que ça n'y paraît, et bien voilà la page de confirmation, et enfin, et bien je vous montrerai le fichier, enfin comment est-ce qu'on doit faire le fichier de test, hein, parce que ça c'est pas très clair je trouve, et puis vu que ma soutenance je l'ai passée, je vous dirai à quelles questions se préparer, comment s'organiser, de quoi parler, etc. Alors, on va plus parler d'API aujourd'hui, on va parler du local storage, voilà c'est le gros de la vidéo. Alors qu'est-ce que c'est le local storage? Le local storage c'est un peu comme les cookies si vous connaissez, sauf que on s'en sert pas de la même manière mais l'objectif est le même. C'est un endroit, en fait le local storage, c'est un endroit dans lequel on va stocker des choses dans notre navigateur. Il y a aussi le session storage qui existe, c'est pareil, la seule différence c'est que ce qu'on stocke dans le session storage disparaît quand on ferme la session, donc quand on ferme le navigateur. Alors que dans le local storage, c'est persistant jusqu'à ce qu'on y supprime. Il y a aussi l'index7db qui existe, c'est nouveau, et les cookies. Donc nous on utilise le local storage parce qu'on nous dit de le faire, tout simplement, c'est marqué ici. Pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas simplement une variable? Eh bien le but, en fait, c'est de créer la page panier. La page panier, elle est vide. Si on pouvait créer une variable qui contiendrait par exemple un objet par nounours qu'on commande, et ben ce serait génial, parce qu'on n'aurait plus qu'à itérer sur cet objet, et pour chaque objet, ben on crée une ligne, on ferait une boucle, et on y mettrait la quantité, le prix total, et puis ça nous permettrait d'avoir je vais vous le montrer, ça permettrait en gros d'avoir un truc comme ça, voilà, on itère sur nos objets, et on y met les données qu'on veut. Sauf que le problème, c'est que ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Eh bien ça marche pas parce que la valeur d'une variable est rechargée lorsqu'on recharge le fichier. C'est-à-dire que dès qu'on va changer de page, notre variable, elle n'existera plus. Donc on peut pas créer un panier persistant, ajouter au panier, refaire nos courses, repartir, revenir, changer de page, notre panier va disparaître. Et nous ce qu'on veut c'est qu'en faisant tout ça, eh ben, il soit persistant, il existe toujours et il n'est pas bougé. Donc pour ça, eh bien, on va utiliser le local storage, comme je le disais. Pour en fait pouvoir stocker, le but en fait ça va être quoi? Ça va être, donc comme la dernière fois, hein, je vais essayer de pas montrer de code ou le moins possible, juste essayer de vous expliquer ce qu'il faut faire. Eh bien on va, comme si on avait une variable, on va mettre une clé qui aura une valeur. Voilà, en fait, ce sera des paires clés-valeurs. Vous voyez ça un peu comme si ici on avait une variable, ici un égal au milieu et la valeur. Voilà, c'est comme si je faisais let number égale 3. Sauf que, bon, vous avez compris, c'est pas la même chose. Vous aurez une valeur qui sera assignée à une clé. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, ce qu'il faut faire, par convention, mais de toute façon c'est le plus pratique, c'est de créer une clé, vous lui mettez le nom que vous voulez, et qui va contenir tous nos produits. Alors pourquoi est-ce qu'on ferait pas, moi c'est ce que j'avais fait au début, pourquoi est-ce qu'on ferait pas, eh bien, une clé par nounours? On pourrait dire, quand je crée un Norbert et que je l'ajoute au panier, eh bien je crée une clé Norbert avec en valeur son nombre, son prix, voilà, et puis ensuite eh ben, je crée un Arnold, je fais une deuxième ligne, etc. Bon en fait, ce serait nul de faire ça, parce que ce serait pas du tout optimisé, ça reviendrait à faire de la même manière, c'est comme si on avait créé une page HTML et un fichier JavaScript par page. Bon, on n'a pas fait ça, nous on a créé une seule page produit et elle va récupérer uniquement les données du bon nounours grâce aux paramètres de requête. On a un seul fichier CSS, une seule page HTML, et bah de la même manière on va avoir une seule clé pour tous nos nounours. Voilà, c'est juste la performance, parce que sinon comment on fait? Imaginons demain le back-end il renvoie un 6ème nounours, bah vous n'aurez pas le code pour ce nounours là, enfin en tout cas ça ne sera pas optimisé. Donc ce qu'il faut faire c'est tout stocker dans la valeur d'une clé. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein. Product ce serait un nom logique, mais appelez-le comme vous voulez. Ce qu'on va stocker à l'intérieur, ce qui serait bien qu'on y stocke, ce serait des objets, parce qu'on doit récupérer au minimum l'ID. Alors ça, pour savoir, il faut lire la doc du projet, est-ce qu'elle est... Elle est là. Alors on nous dit déjà que c'est un MVP, ou MVC, je sais plus, donc déjà, on n'est pas obligé de prendre en compte les couleurs et les quantités, donc si vous voulez, vous n'avez pas besoin d'y stocker dans local storage les couleurs et les quantités, je prends cette page, voilà. Mais il faut y stocker au moins l'ID du nounours, le prix à part convention, quoi, pour la page panier il faut bien qu'il y ait un prix, et la quantité si vous le choisissez, encore une fois, le nom, voilà. Au moins l'ID, le nom,
le prix, et si vous voulez vous compliquer la vie, mais c'est formateur, la quantité. En créant un objet, vous pouvez créer un objet X qui contiendra un prix, un nom, une quantité, c'est le plus pratique. Il y a juste un problème qui se pose, c'est que on ne peut pas ajouter en fait dans le local storage d'objets. La valeur, elle doit forcément être sous forme de chaîne de caractères. Et comme je vous l'ai dit, bon après il y a d'autres façons de faire, mais le panier, le plus simple pour créer notre panier, c'est d'itérer sur tout ce qui se trouve, sur tous nos objets, et pour chaque objet, on crée son prix, et voilà, et c'est le plus simple. Itérer sur une string, c'est compliqué. Donc déjà, la première difficulté, ça va être de trouver un moyen pour que quand on ajoute, maintenant je vais le cacher, quand on ajoute au panier quelque chose, eh bien, ce soit stocké sous forme de chaîne de caractères. Donc il y a des méthodes d'objets qui existent pour faire ça. C'est quelque chose de très courant et c'est très facile de le faire. Passer du code JavaScript et le transformer en chaîne de caractères, c'est quelque chose qui se fait très simplement. Et après, une fois que vous êtes dans votre panier, eh bien, ce qu'il va falloir faire, va être faire l'opération inverse. Vous aurez votre chaîne de caractères qui contiendra l'objet, mais ce ne sera pas un objet, ce sera juste un objet en ligne, on va dire, sans aucune... il n'y aura pas de clé, pas de valeur, mais il faudra le retransformer pour que la syntaxe de l'objet soit conservée et qu'on se retrouve de nouveau avec notre objet tel quel, sa clé, sa valeur, etc. Donc, une fois que vous aurez trouvé comment faire ça, vous pourrez créer votre panier. Donc ici, l'objet est récupéré avec la méthode dont je vous parlais, et bien vu que c'est un objet, vu que j'ai transformé la chaîne de caractères en objet JavaScript, je peux réutiliser les informations dont j'ai besoin, le nom, la quantité, le prix. Et bien là, je peux par exemple ajouter de Norbert sans souci. Je répète, la quantité, je me répète, hein, la quantité n'était pas... Voilà, on voit que là, on a le total, prix unitaire fois quantité. Donc la quantité n'était pas demandée à prendre en compte. Si vous avez du mal avec le système de local storage, stocker les données à l'intérieur, les récupérer, pas de panique, je vais vous montrer 2-3 vidéos YouTube qui, moi, m'ont aidé et qui vous aideront. La première, c'est cette vidéo, JavaScript 82 de Hygiénie Climatique. Alors lui en plus, il a déjà commenté une de mes vidéos, donc ça fait plaisir, voilà, petit j'aime. Donc cette vidéo-là, elle est bien, pourquoi? Parce que c'est exactement le même projet. On utilise le local storage pour un panier. Donc tout ce que vous devez savoir faire est dans cette vidéo. La gestion des quantités, le stockage, la récupération, la suppression, tout. Donc allez voir cette vidéo, je la mettrai en description, comme d'habitude. Cette vidéo là aussi, qui explique la différence entre local storage et session storage, voilà, ça peut aider. Un petit j'aime aussi, allez c'est parti, pourquoi pas. Et enfin, tant qu'on y est, voilà, le local storage de From Scratch Développement Web. Cette chaîne YouTube, elle est super. Elle vous aidera aussi. Voilà, je mettrai les liens en description. Mais si vous regardez ces 3 vidéos-là, vous aurez plus d'excuses. Et surtout, vous aurez compris et vous pourrez utiliser le local storage parfaitement correctement. Ensuite, on part du principe que local storage pour la gestion du panier c'est terminé. On en aura encore besoin pour d'autres choses, mais pour la gestion du panier c'est terminé. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, on va devoir faire comme si on était un client, passer commande. Alors, au niveau du formulaire, plusieurs choses. Premièrement, on nous dit que le formulaire on va l'envoyer au back-end. Ce qu'on va envoyer au back-end avec post, on en parlera après, mais on sait que ça doit contenir un objet de contact et un tableau de produit. Objet contact, c'est le formulaire de contact, eh bien, il va devoir contenir, c'est marqué ici, un first name, un last name, address, city et email. Donc bon, numéro de téléphone et tout, on s'en fout, moi je l'ai mis, mais il faut qu'il y ait au moins ces champs-là. Alors première chose, on nous demande de vérifier ce qui est entré, eh bien, il faut déjà être sûr que tous les champs soient remplis. Voilà, s'il manque un champ, là je clique, hop, le prénom il est vide, donc on doit renseigner tous les champs. On va le mettre. Deuxièmement, il faut que les données soient valides. Il faut que ce soit réellement une adresse mail et pas autre chose. Ce que j'ai fait pour le téléphone, moi, c'est que s'il n'y a pas des chiffres, il n'y a que des lettres, et bien hop, ça me dit numéro de téléphone pas valide. Alors comment est-ce qu'on fait ça? On fait ça avec des regex. En fait, quand on définit une regex, on définit des règles. Et en fait, on pourra comparer une chaîne de caractères, on pourra la comparer avec notre regex, et si les règles correspondent, eh bien c'est bon. Si ça ne correspond pas, c'est pas bon. Les règles, typiquement, ça pourrait être, il faut qu'il y ait un arrobase, il faut qu'il y ait avant du texte, il faut qu'il y ait après des chaînes de caractères, il faut qu'il y ait un point, et puis des chaînes de caractères, voilà, donc. Et des choses comme ça. Alors, les regex, ou expressions régulières, il y a plein de tutos sur internet. Moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas perdre votre temps à essayer de créer une regex parfaite, c'est une syntaxe un peu bizarre, ça prend du temps à bien comprendre. Il y en existe des toutes faites, toutes prêtes sur internet, c'est comme les animations, hein. Ça sert à rien de vouloir réinventer la roue, il y en a qui ont créé des regex ultra performantes, autant s'en servir
plutôt que vouloir faire un truc qui marchera à moitié. Après, si vous voulez les apprendre, c'est à votre, comment on dit déjà, tout à votre honneur, mais n'ayez pas honte à aller chercher une regex qui existe, hein. On n'est pas là pour se compliquer la vie. Si tous les champs sont corrects, on n'a plus qu'à faire commander, et là il se passe plein de choses, et eh bien on voit qu'on a un order ID et un total. On n'a rien ici pour le connaître, donc ce qu'il va falloir faire, je pense que vous commencez à comprendre, il va falloir conserver cette valeur quelque part pour la récupérer sur cette page. Donc je pense que vous savez comment faire. Et l'order ID, ça c'est plus compliqué. L'order ID, c'est quelque chose qu'on ne crée pas nous, c'est le back-end qui nous l'envoie. Et pour le recevoir, il faut faire les choses exactement correctement. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On va recommencer, hop, on va ajouter, allez, dit Norbert. Le back-end, il attend une structure précise pour nous envoyer l'order ID. Il faut faire une requête de type post avec comme paramètre order, déjà pour que le back-end sache que, attention, tu vas peut-être recevoir ce que tu attends. Donc déjà, il faut bien penser à faire une requête de type post avec le paramètre order. Dans cette requête, qu'est-ce qu'elle doit contenir? Ce sera une requête JSON qui contient un objet contact et un tableau de produit. Donc on va commencer par l'objet contact. L'objet contact, c'est le formulaire de contact. On nous a dit déjà qu'il devait contenir les champs first name, last name, address, city et email. Donc déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, quand vous envoyez vos informations de contact au back-end et que le champ prénom, il s'appelle prénom, ça va pas. Parce que le back-end, il attend pas prénom, il attend first name. S'il reçoit prénom, il sait pas que c'est ça qu'il attend. Et donc, il renverra pas comme réponse l'order ID. Donc déjà, faites attention à ça. Donc pour l'objet contact, voilà, je pense que là, vous savez comment vous devez le nommer. Par contre, pour le tableau de produit, on nous dit que ça doit être un array, donc un tableau de string. Un tableau de chaîne de caractères. Comment est-ce qu'on le remplit, ce tableau? Bon, déjà, c'est quand même assez explicite. Mais si jamais vous ne comprenez pas à ce stade comment est-ce que vous devez envoyer votre requête, eh bien il va falloir aller faire un tour du côté du back-end. Alors le back-end, on n'est pas censé le comprendre à ce niveau-là. Par contre, ça reste du JavaScript, et puis on est capable, en tant que développeur, on doit avoir l'habitude d'aller quand même chercher. C'est pas obligatoire, on peut très bien comprendre ce qu'on doit mettre dans le tableau de product, sous forme de string, mais si on veut avoir la certitude, ça se trouvera ici. Il y a un indice qui a été laissé exprès pour ça, donc autant s'en servir. Donc si ça va être le petit bonus de la vidéo, hein, comme la dernière fois, je vais vous dire comment trouver la solution. La solution ici, eh bien, c'est de se rendre dans le dossier contrôleur. Alors, vous pourriez simplement procéder par élimination pour trouver le bon dossier, hein. Notre module, c'est un dossier qui vient avec npm, package et package.loc, c'est pareil, les dépendances, les versions, gitignore, bon, c'est ce que c'est pas là-dedans, readme, c'est pas là-dedans, donc à la rigueur, bah, image non plus. Voilà, à la rigueur, on aurait le choix entre serveur, app et route, modèle et controllers. La réponse se trouve dans controllers. Controllers, en fait, c'est là que se trouve toute la logique, tout le code qui va s'exécuter lorsque une certaine requête va matcher avec une certaine route. Typiquement, si vous arrivez sur la route /order avec comme paramètre order, donc pour rappel, c'est là que on doit envoyer faire la requête fetch. Eh bien, c'est dans controllers que va se trouver le code qui doit être exécuté. Avant de fouiller ici, on peut rapidement voir du côté des routes, si on est curieux. On voit que pour les TDs, eh bien, les requêtes de type post qui vont être envoyées avec comme paramètre order, donc pour rappel, hein, c'est exactement ce qui se trouve ici, eh bien, il y a ce code-là qui va s'effectuer, c'est-à-dire qu'on va effectuer la fonction order TDs qui se trouve dans le dossier TD controllers. Voilà, TD controllers, ça correspond à ce qui se trouve dans controllers TD. Donc on s'y rend, hein, on aurait pu trouver la solution de cette manière, hein, on se rend dans controllers TD, et on voit du coup comment la fonction s'appelait, elle s'appelait order TD. Order TDs. Donc c'est ici qu'en fait, il y a tout ce qui va se passer quand on passe commande. Le back-end, il va recevoir ce qu'il attendait, il va renvoyer un code 201 pour dire que l'objet a été créé, et il va renvoyer un objet qui va contenir le contact, le product et l'order ID. Encore une fois, si tout se passe bien, ça nous retourne l'objet contact, le tableau et l'order ID. En fait, c'est exactement ce qui se trouve ici. Et en fait, vous l'avez vu, hein, le développeur a laissé un commentaire pour nous, c'est quelque chose qui pourrait se trouver en entreprise, pourquoi pas. La requête attendue doit contenir l'objet contact, il contient, comme on disait, le first name, le last name, avec exactement la syntaxe qui est décrite dans la documentation, plus le type de données, donc que des strings. Et dans le product, on sait que ça va être un array de strings, donc un tableau de chaîne de caractères, et on nous dit que ça va être un array de product ID. Tout simplement.
Et donc maintenant, eh bien, on sait comment est-ce qu'on doit construire notre objet qu'on va envoyer au back-end. Une fois que l'objet match, on pourra recevoir l'order ID. Pour un peu s'en sortir avec fetch, les méthodes post, je vous conseillerais encore une fois une vidéo de hygiénie climatique qui explique la méthode post dans une requête HTTP avec fetch. Et si besoin, la documentation, encore une fois, tout sera en description. En fait, avec fetch, il faut comprendre que fetch, ça permet d'aller récupérer des données avec la méthode get. Par défaut, c'est la méthode get. On fetch, on fait une requête pour aller récupérer. C'est ce qui se passe quand on récupère tous nos nounours ici. Et on peut également faire une requête post pour envoyer. Et c'est en fait, on envoie au backend les données. La réponse qu'on va recevoir, ça va donc être, comme précisé ici, l'objet contact, le tableau de produit et l'order ID. Donc on n'a plus qu'à le loguer. Je le répète, mais le fetch permet de faire une requête post pour envoyer notre objet au serveur. Et en tant que réponse, fetch, on va recevoir une réponse avec fetch. Cette réponse-là contiendra la data, donc l'objet contact, le tableau et l'order ID. On n'a plus qu'à le loguer. Donc moi de mon côté, le problème c'est que si on fait ça, au moment où je vais faire commander, je vais changer de page et la console va se recharger, donc on n'aura pas le temps de la voir. Donc de mon côté, j'ai désactivé le code qui permet de changer de page, comme ça on va bien voir ce qui se passe. Voilà, donc là j'ai commandé, on change pas de page, mais on voit que je reçois bien l'objet contact, enfin l'objet tout court, qui contient le contact, l'order ID et product. Alors attention, product doit contenir, ça doit être un tableau de string. Moi depuis le projet, j'ai modifié un peu, depuis la soutenance, j'ai modifié le projet. C'est pour ça que c'est pas aux normes, hein, et vous devrez avoir un tableau d'ID. On peut également voir, pour être sûr que ça a bien marché, que dans l'onglet réseau, eh bien, l'order ID, l'objet que j'ai envoyé avec fetch, eh bien, il a bien été reçu, on a un code 201 created. Et vous vous rappelez, vous avez montré que si tout se passe bien dans le backend, on renvoie un code 201. Donc le 201, si vous recevez un 201, ça veut dire que déjà vous l'avez envoyé au bon endroit et que la requête a été exécutée de la bonne manière, que la syntaxe est bonne et que du coup vous n'avez plus qu'à récupérer les données pour l'afficher. Voilà. Petite astuce, c'est un mentor qui a commenté ma dernière vidéo, il m'a dit qu'à la place de console.log, on pouvait faire console.table. Alors je vais le faire, ça permet en fait d'afficher les tableaux de manière un peu plus visuelle. Et du coup voilà, le console.table nous permet d'avoir quelque chose de plus visuel, peut-être plus simple à comprendre, et on a également l'object, donc c'est tout bénef. Sachez que l'order ID, vous allez le recevoir pile au moment où vous allez effectuer la requête avec fetch pour envoyer vos données au backend. Le backend va immédiatement vous renvoyer l'order ID. Donc il faut que vous ayez le temps de le stocker quelque part avant de changer de page pour pouvoir ensuite l'afficher quand vous commandez ici. La dernière chose qu'il faudra vérifier, c'est s'assurer que vous pouvez recommencer le processus d'achat. Une fois que vous avez vérifié ça, eh bien c'est tout bon. Alors maintenant, on va parler du fichier de test unitaire. On demandait de faire un fichier de test. En fait, qu'est-ce que c'est que ce fichier-là? Ce fichier-là, alors demandez quand même à votre mentor parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs façons de... C'est pas très clair et j'ai l'impression que ça dépend des mentors. Moi, vu que tout mon code quasiment est dans des fonctions, ma mentor m'a dit qu'en fait ce qu'il fallait faire, c'était pour chaque fonction, expliquer ce qu'elle doit faire, comment vérifier qu'elle marche bien et les problèmes possibles. Et du coup, bah là, bon, vous verrez pas, mais il y a toutes mes fonctions de mon code et faire ça pour toutes les fonctions. On dit que ça doit couvrir 80% du code dans le projet. Donc je pense qu'il faut que du coup 80% de votre code se trouve dans des fonctions. Demandez quand même à votre mentor, mais logiquement c'est ça. Donc j'en montre un pour qu'on comprenne bien la syntaxe quand même. Donc le fichier est fourni par le projet. Vous avez également un entraînement dans les ressources du projet sur votre espace Open Classroom. Ce qu'il faut faire, vous indiquez le fichier dans lequel se trouve votre fonction, de quelle à quelle ligne de code elle va, son nom, et bien trois choses. En premier, ce qu'elle doit faire. Donc là je mets la fonction get, hop on verra mieux, la fonction get article, déjà elle est bien nommée, on sait que ça permet de récupérer les articles. Comment vérifier que ça va bien marcher? Et ben c'est simple, si les produits s'affichent, c'est que ça marche. S'il y a un message d'erreur, c'est que ça marche pas, parce qu'on renvoie avec fetch, on renvoie une promesse, s'il y a une erreur, et bien j'aurai un message d'erreur, on ira dans le point catch. Problème possible, et bien il peut y avoir un problème si le chemin vers l'API est mauvais ou si le serveur n'est pas lancé, voilà. Vous devez faire ça pour toutes vos fonctions. Voilà. Pour la soutenance, c'est un monologue de 20 minutes. N'oubliez pas, vous devez expliquer tous vos choix techniques. Et qu'en fait, c'est comme si vous parliez à un chef de projet technique, bref. Là, on n'est plus sur Reservia où on montre moitié le visuel, moitié le code. Là, ça va être surtout le code qu'on va montrer. On s'en fiche un petit peu du visuel. Alors, sur 20 minutes, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de passer 4 minutes, allez, 5 minutes maximum à montrer que tout marche bien. Vous faites des tests, voilà. Avec plusieurs produits, sans plusieurs produits, bref.
vous montrez que tout marche, le responsive, voilà, ça dure 2-3 minutes. Vous montrez, voilà, moi j'ai mis quelques fonctions un peu sympas, on peut pas descendre en dessous de 1, et si manuellement on écrit un nom négatif, et bien ça met une erreur pour pas qu'il y ait des erreurs après au niveau du calcul des produits, tout ça. Donc si vous avez des petites features comme ça, vous les montrez, mais vraiment 4-5 minutes max, le quart d'heure restant, vous montrez le code. Alors ce que vous pouvez faire, c'est ce que j'ai fait, c'est d'avoir comme support votre plan de test, vu qu'il est censé contenir toutes vos fonctions et donc tout votre code, et vous allez un par un, vous commencez par la première fonction, vous montrez le code, vous expliquez tout ce qu'il y a dans le code, pourquoi, vous expliquez vos choix techniques, pourquoi est-ce que là on a utilisé fetch et pas XML HTTP request, pourquoi est-ce que là on a utilisé un objet et pas un tableau, pourquoi est-ce que là on a utilisé create element et pas vous montrez, vous expliquez tout, vous montrez que vous comprenez, vous montrez tout ce qui se passe, donc c'est pour ça que 15 minutes on dirait que c'est beaucoup, mais 20 minutes c'est beaucoup, mais en fait c'est presque court, parce qu'il faut tout décrire. Et voilà, vous passez à la fonction suivante sur votre tableau de fonctions, vous expliquez, voilà, vous remontrez de temps en temps visuellement comment ça se concrétise au niveau visuel, au niveau du navigateur. Voilà, vous alternez entre le navigateur, le fichier des fonctions et VS Code. Au niveau des questions qu'il peut vous poser, déjà il peut vous interrompre, donc voilà, moi c'est pas arrivé, il m'a posé toutes les questions à la fin, mais il peut le faire. Et les questions qu'il m'a posées, c'était des questions du style parler un petit peu du système de promesses, fetch, await, async, new promise, tout ça, être sûr qu'on a bien compris, local storage, c'est quoi l'utilité, pourquoi le local storage et pas autre chose. On m'a également demandé comment est-ce que j'avais trouvé la bonne syntaxe pour envoyer les données au back-end. Ouais, j'ai dit que c'était commenté dans le back-end, justement, comme je vous ai montré. Voilà. Des questions comme ça, c'était pas très long, mais de toute façon, si vous comprenez votre code, eh bien, il n'y aura pas de problème pour les questions. Donc, voilà. Sachez que vous pouvez être très fier de vous si vous avez réussi ce projet. Pour un premier JavaScript, un premier projet JavaScript, hein, jusqu'à présent c'était que du SEO et du HTML, CSS, c'est quand même pas mal, hein. Il y a du local storage, du fetch, des API, la création, voilà, les paramètres de requête, interaction avec le DOM, il y a des objets, des boucles, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez le faire de vous. Moi, ce que je vous conseille, c'est de garder ce projet sur votre GitHub et de l'améliorer au fur et à mesure, parce que déjà, ça vous servira pour vous entraîner, mais ça vous servira aussi pour votre recherche d'emploi, d'avoir un beau projet comme ça à présenter. Là, il est très probable que votre code soit un peu du code poubelle. Voilà, c'est mon cas aussi, il n'y a pas de honte. Mais c'est du code de débutant, il y a des répétitions et tout. Ce qui serait bien, c'est de, quand vous aurez plus de connaissances, refactoriser votre code, l'améliorer, le rendre plus propre, moins répétitif, plus joli, mais maintenable, pour vous entraîner, pour avoir un joli projet à présenter à un employeur. Voilà, c'est ce que je vous conseille de faire. Le P6, il est un peu particulier, on en parlera dans la vidéo du P6. Mais il est difficile quand même, hein, et le P7, il est très difficile aussi. Voilà, là on est vraiment dans la seconde partie de la formation. HTML, CSS, SEO, c'est derrière nous. Là on fait du code, donc voilà. Si cette vidéo t'a été utile, abonne-toi. Alors pourquoi? Pas parce que ça me fait plaisir, mais parce que on attaque les projets difficiles, ça a déjà commencé, et moi je vais faire la même chose pour le projet 6, la même chose pour le projet 7, donc ce serait dommage de temps privé. Voilà. N'hésite pas à partager cette vidéo avec des gens qui galèrent sur le projet. Et ma foi, eh ben écoute, si tu veux me montrer que ce travail t'a aidé, mets-moi un pouce bleu, c'est vraiment ce qui m'encourage. Partage la vidéo, abonne-toi, je l'ai déjà dit, et puis ma foi, on se retrouve pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ça va être l'interview d'un mentor. Oui, oui, on atteint un autre degré de sérieux dans cette chaîne, on va interviewer un mentor. Donc abonne-toi pour pas la rater, et puis je te dis du coup à la prochaine, voilà, ciao!